Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des plus belles startups pour construire avec vous la collection des meilleures pratiques RH de l'écosystème. Ce que je veux, en Fast Forward, ce que je veux faire, c'est éclairer la discussion sur pourquoi il y a autant de must-have, le challenger et mettre ça en lumière avec la taille du talent pool. Ne vous embêtez pas à prendre des notes, on s'en occupe pour vous. Vous pouvez retrouver le meilleur de cet épisode et de tous les autres dans le Yaniro Wiki, la bible des meilleures pratiques RH dans un Notion. Rémunération, recrutement, cooptation, tout y est. Pour découvrir le Yaniro Wiki, allez tout simplement sur www.yaniro.co/wiki et ajoutez la page en favori pour la voir sous la main quand vous en aurez besoin. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Maxime, comment vas-tu ? Salut Alexis, ça va très bien, et toi ? Eh ben écoute, ça va très bien. Là, on ne se voit pas parce qu'on n'a pas encore passé le cap de la vidéo sur ce podcast, mais ça sort les t-shirts. Il y a le soleil qui tape aux fenêtres. Toi, tu es à l'intérieur, mais je sens qu'il fait beau aussi de là où tu es. Donc, globalement, les beaux jours reviennent, ça fait plaisir. Et puis, je suis très content moi, que tu aies accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yaniro. Ravi de te recevoir. Et puis, j'ai envie de te dire presque fait comme chez toi. Oh, mais j'adorerais faire comme chez moi. Je suis pas d'être là. Merci beaucoup de m'inviter. Ouais, comme vous vous en doutez, on va parler de sujets bien précis parce que Alan, c'est une boîte qui déchaîne les passions, les mystères, la curiosité. Et donc, on a beaucoup réfléchi avec Maxime sur l'angle qu'on allait aborder pour essayer d'aborder quelque chose d'un petit peu différent. Mais peut-être avant de rentrer dans le sujet, le vif du sujet, dont vous avez déjà une petite idée parce que vous avez cliqué sur cet épisode, vous savez de quoi on parle. Est-ce que tu ferais quelques mots sur Alan à l'instant T, même si je pense qu'il y a pas mal de gens qui connaissent la boîte, et ce que toi tu y fais ? Yes, avec plaisir. Alan, sur une mission long terme, d'être le partenaire de santé pour des centaines de millions d'Européens. Depuis le précare, ce qu'on appelle le précare, c'est la prévention, l'aide à la navigation au sein d'un système de santé, la dispensation de conseils de santé via du contenu fiable, le care, en proposant des services innovants de santé, donner accès à des thérapeutes directement dans l'application Alan. Et en post-care, une fois que les gens sont sortis de chez le médecin ou ont vu leur thérapeute, c'est de leur proposer une assurance santé qui rembourse rapidement avec un service client qui est top-notch. Pour l'instant, on opère en France, en Espagne, en Belgique. On sert plus de 400 000 membres sur ces 3 pays-là. Et on a vocation à se développer et à continuer cette croissance avec cette même ambition d'impacter la vie et la santé de plusieurs centaines de millions d'Européens. Ce que je fais là-bas, c'est de mettre des joueurs sur le terrain pour nous permettre d'aller nourrir ces objectifs. Là, moi, je suis responsable du recrutement chez Alan depuis 2 ans. Et alors, peut-être par curiosité, mais on va très vite rentrer dans le sujet. Comment est-ce que c'est organisé ? C'est-à-dire, responsable du recrutement, ça veut dire que tu travailles avec qui ? Et parce que ça va être important, on va parler un petit peu du reste de la boîte assez vite. Donc toi, au quotidien, alors j'aime pas trop la notion de au-dessus, en dessous, à gauche, à droite, mais on va dire qu'autour de toi, avec qui tu travailles le plus au quotidien ? Là, tu touches au sujet organisationnel d'Alan, donc on va rentrer quand même Exactement. Un peu dans le détail. Et je sais que c'est un peu particulier chez Alan, du coup, ça vaut la peine qu'on pose ces bases-là avant de parler du sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, si je rentre dans le détail, un peu plus de 2 ans responsable recrutement, ce que je veux dire par là, c'est que je suis in charge depuis 2 ans. J'ai join Alan depuis 2 ans et demi. Depuis 1 an, j'ai un rôle spécifique qui s'appelle Community Lead, qui est en gros pour la communauté, la talent community, donc qui est les 2 mots anglais pour désigner l'équipe recrutement chez Alan, responsable du recrutement pour cette équipe, responsable de faire grandir les gens de cette équipe et responsable de la talent density dans cette équipe. Donc s'assurer qu'on a des high standards qui sont maintenus en termes de delivery, d'operational excellence, etc. Et dont mon rôle et d'être comptable pour ces choses-là, être redevable pour ces choses-là pour mon équipe, qui est une équipe de 10 personnes. Et comment notre équipe opère avec les autres équipes, je pense que c'est ça ton point, c'est on opère dans un environnement qui est distribué en termes d'ownership, et on va aller chercher à maximiser notre impact quand on supporte les équipes. Ce que je veux dire en cours, c'est qu'on va chaque trimestre regarder quels sont nos défis de recrutement,
quelles sont les équipes qui recrutent et comment est-ce qu'on peut accélérer au maximum les défis de recrutement qui sont devant nous. Selon les défis, la taille des défis, la taille des équipes, l'urgence et la priorité de ces recrutements-là pour eux, on va avoir 3 offres de services que je peux sur laquelle je peux faire une petite métaphore médicale et de santé parce que ça va de pair avec notre mission. Parfois, on est l'offre numéro 1, je dirais, c'est l'offre infirmier où on est là comme un recruteur, je dirais classique dans une scale-up. On va owner du sourcing jusqu'au closing, on va owner les relations candidats, on va porter vraiment la majorité de la charge de travail liée au recrutement. On va parfois avoir un rôle de médecin. Par exemple, aujourd'hui, j'aide l'équipe Business Ops and Strategy et mon rôle se concentre sur la stratégie, le reporting, voir s'il y a des challenges qui arrivent, voir comment on peut tacler les challenges. Sur le terrain, ce n'est pas moi qui source les candidats, ce n'est pas moi qui contacte les candidats, ce n'est pas moi qui close, entre guillemets, les candidats qui font les offres, etc. Ça, c'est l'équipe Business Operations and Strategy. Moi, je suis là, un peu comme un médecin, une fois par semaine, je donne une prescription, j'essaie de fixer les problèmes et on en rediscute la semaine prochaine. Je suis évidemment dispo au téléphone pour répondre aux besoins des patients, mais voilà, ça c'est mon rôle. Et le troisième rôle qu'on peut avoir, c'est un rôle de chirurgien. Là, on n'a pas du tout accompagné l'équipe pendant tout un quarter. L'équipe a un gros problème, ça peut être le sourcing, ça peut être le closing, ça peut être tout simplement comment est-ce qu'on gère un haut volume et un gros défi en une période très courte, et là on intervient. C'est une intervention qui est chirurgicale, on prend 4 heures, on prend 5 heures, on prend 1 journée, 2 journées, mais on regarde dedans en mode guérilla et on essaie de fixer le truc. Alors on garde tout ça en tête pour la suite des échanges et on va se plonger donc dans un sujet qui est au cœur en fait de la réalité de tous les métiers du recrutement. Je pourrais parler des métiers RH en général, mais aujourd'hui on va faire un zoom sur le recrutement, qui est la notion de la valeur perçue par les autres équipes. Alors, parce que dit comme ça fait un peu désincarné, un peu scientifique. De quoi on parle exactement et pourquoi on en parle aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on a choisi de dédier un épisode entier sur ce sujet? Quand on est passionné par le recrutement, on fait ça depuis très longtemps, on est talent acquisition manager, on connaît bien le sujet, quelque part, on est dans une verticale d'expertise qui est très forte. Donc, on va avoir, je l'imagine, une connaissance très forte sur la gestion des biais, l'importance du tempo, comment est-ce qu'on vient s'intéresser à d'autres métiers connexes comme, je sais pas moi, le copywriting pour venir améliorer son métier, etc., etc. Ceci étant, jusqu'à preuve du contraire, quand vous êtes recruteur-recruteuse, vous bossez dans une équipe, au sens une organisation. J'insiste bien sur organisation parce que ça peut être une entreprise, ça peut être une ONG, ça peut être n'importe quoi. Mais à la fin du fin, vous avez un rôle dans une équipe plus grande dans laquelle il y a pas mal de rôles. Et c'est là où on peut se retrouver face à un besoin qui est comment on communique, comment est-ce qu'on vient interagir avec les autres équipes pour éviter d'être dans une petite bulle dans laquelle on comprend la valeur qu'on apporte par rapport à soi-même, mais sans arriver à la connecter facilement au reste de l'organisation. Et c'est là où on va lancer le petit pavé dans la mare, pardon. La plupart du temps, le nom qu'on va donner aux fonctions RH et donc au recrutement, c'est une fonction support. C'est pas très joli comme terme parce que ça donne l'impression quelque part qu'il y a, si je caricature, il y a les commerciaux qui se payent leur propre salaire et puis ils doivent rapporter un peu plus de fric pour qu'on puisse payer les non productifs, ceux qui apportent rien. Ça c'est le truc un petit peu moche. Et donc aujourd'hui, avec Maxime, on a choisi, après avoir envisagé pas mal d'angles, de se dire c'est de ça dont on va parler. On va parler de quand on est dans une équipe RH, dans le recrutement, comment est-ce qu'on peut concrètement augmenter la valeur perçue de son travail attention, hein, j'insiste bien, il ne s'agit pas de mentir ou de se faire la grenouille plus grosse que le bœuf, mais bien de traduire la valeur que vous apportez à l'organisation d'une manière qui soit le plus facilement compréhensible et intégrable à n'importe qui dans l'organisation. Moi, c'est comme ça que je me le représente, mais je veux bien ta lecture de cet angle-là au moment où on l'a choisi ensemble, Maxime. Ouais, alors j'achète ta version. J'ajouterais 2 choses. Première chose, c'est que support, moi je trouve qu'il y a 2 lectures de support. Il y a
le supporter dans une lecture un peu négative, genre je te supporte, donc genre je te tolère, quoi. Et il y a le support en mode supporter, genre je Oui, tout à fait. t'encourage, Le cheerleader. etc. Ouais, donc le cheerleader. Moi, ce mot ne me dérange pas parce que je le vois comme ça, je le lis comme ça et je me positionne aussi comme ça, donc je suis très biaisé par ça. Le moment où on s'est parlé pour définir ce podcast-là, je pense que j'étais aussi beaucoup influencé par ce qui se passe sur le marché du financement. On est en 2023 à l'heure où on se parle et la tech vit une crise du financement qui a été largement victime, enfin c'est un dommage collatéral de la guerre en Ukraine, le Covid et la hausse des taux d'intérêt des banques centrales. Pour faire court. Là, ce que j'observe dans ce contexte-là, c'est que la première ressource qu'on fait sauter, la première ressource humaine qu'on fait sauter, c'est les recruteurs. La boîte est en croissance, on recrute des recruteurs pour recruter au plus vite. La boîte freeze ou lay-off. Les premières victimes sont les recruteurs. Et en fait, c'est pas du tout la représentation que j'ai de mon métier. Ça connecte pas du tout avec l'ambition que j'ai pour les recruteurs. La passion que j'ai pour ce métier et l'impact réel que devraient avoir les recruteurs et qu'à mon avis ont déjà les recruteurs sur le terrain. Donc, j'avais envie de parler de ça parce que c'est juste décaler l'angle. L'objectif, c'est d'arrêter de considérer les recruteurs comme des gens qui remplissent des sièges vides, mais qui peuvent aussi être perçus comme des advisors sur lesquels on peut se reposer pour vraiment construire des équipes. Et dans construire des équipes, il y a construire une compagnie. Et je rappelle que sans équipe, il n'y a pas de compagnie. Et sans compagnie, il n'y a pas de genre, il n'y a rien quoi qui se passe. Donc en fait, on est quand même genre à la base du truc, quoi. Et je voudrais rappeler ça, notre rôle critique, quoi. Eh bien, écoute, allons-y gaiement. Et moi, ce que j'apprécie énormément, à la fois dans ce podcast, depuis qu'on le fait, c'est le côté très actionnable. Et effectivement, c'est évidemment quelque chose que tu as à cœur, Maxime, et sur lequel tu es très, très fort. Et effectivement, je trouve que c'est important qu'on arrive à traduire un sentiment fort, j'imagine, parmi la communauté des recruteurs et recruteuses, d'un sentiment d'une utilité plus forte que ce qui peut être renvoyé parfois ou qui peut être une forme de raccourci. Et donc tout l'objet de ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est précisément de trouver une manière ou plusieurs manières de concrètement arriver à augmenter cette valeur perçue, parce que évidemment on va pas tomber dans c'est pas du tout à fait, hein, mais on va s'interdire de tomber dans une forme d'idéalisme où on se dit quand même ça serait c'est dommage parce que etc. Non, on va dans le monde réel, comment qu'on fait. Donc écoute, moi je te laisse volontiers le micro. Quel serait le premier axe que toi tu as testé qui marche ou que tu conseillerais à celles et ceux qui nous écoutent pour justement augmenter la valeur perçue de leur boulot avec le reste des équipes? Je vais commencer je vais prendre axe par axe et être assez court pour essayer de rester vraiment très concret. Et je vais essayer à la fois dire que c'est déjà là, il y a juste à l'activer. Je pense qu'il y a déjà tous les bons recruteurs ont quelque chose qu'ils n'exploitent pas assez, c'est leur capacité à poser des questions. Il y a plusieurs moments dans la définition des jobs, dans la définition des sourcing stratégies, dans la définition de ce qu'on va appeler un top performer, un low performer, dans la définition du process. Il y a plein de moments, plein d'opportunités pour les recruteurs de dire pourquoi on mesure ça, pourquoi on cherche vraiment ça, pourquoi cette personne-là c'est le bon persona, pourquoi il y a autant de must-have, pourquoi il y a aussi peu de nice to have, pourquoi on met la barre aussi haute sur ce candidat, pourquoi on veut autant de seniorité. Il y a plein de pourquoi que je pense que les recruteurs peuvent utiliser plus. Et un type très concret et que j'invite en ressources à aller voir, il y a vraiment les first principles thinking. Revenir au premier principe, qui est un concept qui permet de revenir un peu aux fondamentaux, un peu à la racine, en plus des 5 whys pour accéder à la vérité. En exemple très concret, si je prends une situation inspirée de faits réels, en tout cas chez Alan et dans d'autres scale-up dans lesquels j'ai pu travailler,
on m'a demandé quelqu'un qui a de l'expérience en management, mais qui est OK pour faire du travail hands-on, qui serait OK pour arriver à un niveau qui lui demanderait de faire un drop en salaire, donc de cutter une partie parce qu'en fait, il est très motivé pour bosser avec nous, il va l'accepter. En même temps, avoir participé à la croissance de plusieurs scale-up différentes, avoir un fort business sense, voilà. Une sorte de liste à la Prévert. Et en fait, je dis pourquoi on a besoin de ça. La personne se retrouve un peu le nez dans l'eau, parce qu'en fait, tu me demandes quel est le profil idéal. Ok, très bien. Je vais désaxer la question. En vrai, avec ces must-have-là, je pense qu'on est sur un pool de talents en Europe de 100 personnes. Ah, ok. Bah, très bien, on va trouver une personne parmi ces 100 personnes. Ok. On est d'accord que du coup, on peut qualifier la recherche de difficile. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'en fait, 100 personnes, ça va être compliqué quand même de les. Enfin, tu vois, si on faut les trouver. Faut les trouver, il faut les convaincre de rentrer dans le process. Ces 100 personnes-là, c'est probablement des top performers qui sont très très bien récompensés dans leur job, donc ils vont pas vouloir quitter la compagnie. Ce que je veux, en fast forward, ce que je veux faire, c'est éclairer la discussion sur pourquoi il y a autant de must-have, le challenger et mettre ça en lumière dans cette situation avec la taille du talent pool. Leur expliquer aux stakeholders ou aux managers qu'en fait, avoir autant de must-have, ça réduit le pool, donc 100 personnes. Si tu en enlèves un, admettons l'expérience en management, en fait, ça va peut-être augmenter le pool à 200, 300 personnes. Si tu enlèves plusieurs expériences différentes dans plusieurs scale-up différentes, ça rajoute 1000, 1500 personnes. Et en fait, avoir un pool plus large, ça va permettre sans doute de recruter plus vite. Et recruter plus vite, ça va permettre de staffer l'équipe plus vite. Et staffer l'équipe plus vite, c'est des projets qui sortent plus vite. Et des projets qui sortent plus vite, c'est de la croissance pour la compagnie. C'est ça que je veux mettre en lumière dans ce long premier exemple, je dirais. Mais c'est revenir un peu au premier principe, poser plus la question pourquoi, et mettre en lumière les contradictions quand on peut le faire, avec, si possible, des opinions qui viennent d'insights marché. Alors ça, moi j'aime beaucoup ce principe-là. Alors je ne sais pas si je vais me faire des amis en disant ça, parce que pour moi je vois ça comme une ligne dans le métier de recruteur et de recruteuse, en tout cas ce que j'en comprends, parce que je ne suis pas moi-même. Alors je suis psychologue du travail de formation, donc j'ai été formé à ça, mais je ne l'ai pas expérimenté. Enfin pas beaucoup. Je trouve que ce que tu viens de dire, ça crée déjà une ligne dans le sable entre des profils de recruteurs, recruteuses qui vont naturellement se mettre en position d'exécutant ou exécutante et donc au service d'eux, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, mais qui du coup ne rend pas l'ampleur possible de leur impact dans la boîte. Alors que là, à l'inverse, se mettre dans une position d'interlocuteur, d'interlocutrice, de poser des pourquoi, de questionner, et j'aime beaucoup la douceur avec laquelle tu le prends, c'est pas méchant, tu lui dis pas ton truc il est pas possible, tu fais suer. Tu lui dis ok, pourquoi tu veux quelqu'un qui a cet item-là parce que je sais pas trop et tout. Du coup, on va peut-être pas le mettre. Et en fait, ce réflexe-là et le fait de toujours interroger revenir au principe premier et donc en remontant à base de pourquoi, ça va créer deux choses. Un, effectivement, ça vous permet de montrer que vous êtes toujours connecté à la stratégie de l'entreprise et à ce qu'est en train de faire l'entreprise. Parce que évidemment, pourquoi tu poses toutes ces questions-là, dans l'exemple que tu donnes qui est très bon, pour forcer la personne qui est en face de toi à se mettre face à la réalité de ce qui va se passer dans un cas 1 ou dans un cas 2. Dans un cas 1, ton talent, tu l'as dans 1 an, peut-être, on espère. Dans le cas numéro 2, peut-être qu'on peut accélérer. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que là, on est dans une phase dans laquelle on veut speeder ? Est-ce qu'on est dans une phase dans laquelle, non, c'est la pépite, etc. Et après, on verra. Et j'imagine que tout est discutable. Moi, le framework que j'utilise beaucoup dans ces conversations-là, c'est le prix, la rapidité et la qualité. Oui. C'est les fameux... Le coût qualité délai, ouais. Tu peux en avoir que 2 sur les 3, lesquels tu choisis. Et souvent, dans ces conversations-là, c'est les managers demandent les 3 en même temps. Et je leur dis non, en fait, moi, il n'y a pas de souci. Tu veux que j'aille chercher la personne dans les 100, ça va prendre probablement plus de temps. Ou alors, on s'y met tous
et on demande à toute la boîte de les convaincre. On appelle leur grand-mère, leur tante, etc. On mobilise des ressources pas possibles, qui vont coûter cher du coup parce que c'est des ressources, pour aller chercher cette pépite, en étant même pas très assis sur est-ce que vraiment on a besoin d'avoir une personne qui match autant de requirements. Et moi, la question que je pose très souvent du process de recrutement en profil, c'est genre, qu'est-ce que la personne a besoin de savoir faire? Genre, demain, elle arrive, qu'est-ce qu'elle a besoin de savoir faire? Et souvent, ça ramène genre les choses vraiment sur terre, et on arrête les discussions parfois hors sol de ce serait quand même vachement bien que genre il ait scalé une boîte à 1000 personnes. Mais je fais, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je fais juste un petit écart là-dessus. Un truc qui m'a fait trop rire sur ça, c'est des scorecards de recrutement de profils DRH en startup scale-up. J'ai vu plein de founders qui disaient bon bah il faudrait déjà une expérience en startup scale-up. Je fais ok, mais là il y a 10 personnes. Et on les connaît sur les doigts d'une main. Hein. On peut saluer Déborah qui était chez vous, Ripoll, il y a Jessica Jeziri. C'est nouveau les DRH en startup scale-up, donc faut éviter effectivement ce genre de choses. Et pour revenir sur quelque chose de plus actionnable et utile, ça a l'air de rien peut-être cette question des pourquoi et des choses comme ça, mais ce que moi en tout cas je vais observer, je vais mouiller un petit peu la chemise là-dessus, c'est que ce qui fait la différence entre des profils qui sont très intégrés dans une équipe, dans une entreprise, une organisation, et qui donc sont capables d'avoir une vision très claire de la valeur qu'ils apportent, c'est précisément la capacité aussi qu'il y a à toujours connecter ce qu'on est en train de faire à un pourquoi. À l'inverse des bonnes pratiques. Parce que les bonnes pratiques, c'est un truc qu'on utilise beaucoup en RH. On est nous-mêmes coupables de ça parce qu'on est un podcast qui diffuse des bonnes pratiques RH, évidemment. Mais les bonnes pratiques pour les bonnes pratiques est un potentiel piège. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut toujours avoir la vision globale de... Là, tu donnais l'exemple de la récession. OK, c'est quelque chose qui touche très durement la French Tech, ce qui est une évidence pour tout le monde. Et c'est là où il faut de plus en plus poser des pourquoi. OK, est-ce qu'on va rentrer dans on freeze tout, toutes les embauches, toutes les promotions, etc. Probablement pas. Pourquoi ? Parce que on est encore dans une phase où il faut qu'on aille lever des fonds parce qu'on n'est pas dans la rentabilité, et donc ça veut dire qu'on va devoir lever un round dans peut-être 2 ans maximum, parce qu'on n'a que 2 ans de runway. Donc ça veut dire que dans 2 ans, il faut qu'on soit capable de montrer qu'on a des indicateurs de croissance, même s'ils doivent être connectés à la récession actuelle. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas se permettre de ne pas recruter. On doit recruter différemment, peut-être moins, peut-être plus quali, etc. Et en fait, une fois que vous avez compris ça, vous n'êtes pas en train de vous dire, je suis recruteur, tu me demandes de recruter, je recrute, tu me demandes de pas recruter, je recrute pas, quoi. Je sais pas comment tu vois les choses, mais moi je le vois un peu dans cet angle-là. Moi, j'adore. Après, je suis en plein dans cette modélisation en ce moment et depuis 6 mois, 1 an, de voir comment est-ce que, avec des chiffres, on peut highlighter ça. Ce qui est déjà sorti auprès des équipes, c'est combien de temps on leur sauve, par exemple. Leur montrer qu'en fait, on leur sauve tant de temps. Ce temps sauvé, c'est tant d'argent. Et du coup, entre guillemets, on a fait gagner tant d'argent à la boîte. Alors, faisons-y. C'est forcément une deuxième bonne pratique, les metrics, la data. Raconte-nous un petit peu ce que tu as expérimenté pour le moment. Nous, on a lancé un format il y a quasiment 1 an maintenant, je pense, qui s'appelle la Hiring Performance Review, où tous les trimestres, on scanne un peu notre process de recrutement au prisme de 3 North Star Metrics. En gros, est-ce qu'on embauche bien, est-ce qu'on embauche assez vite et est-ce qu'on embauche pour pas cher. Le embaucher bien, c'est lié à ce qu'on va appeler la hiring quality. Donc là, on a construit un dashboard qui va regarder la performance dans le hiring process des gens qu'on a embauchés, les comparer avec leurs performance reviews, puisqu'elles sont accessibles et de manière transparente chez Alan. Et on a mis en place un grading system qui nous permet de voir quelles sont les équipes qui performent bien, qui performent moins bien, et qu'on peut accompagner du coup sur l'amélioration de leur qualité de recrutement. Sur est-ce qu'on embauche assez vite, bon, ça c'est un truc qui est assez direct et straightforward, qui est le time to hire, time to fill, time spent in process, per stage aussi. On regarde vraiment en détail ça au niveau de la compagnie, pour voir si on avance assez vite, ce qui est très très important pour nous. Pour le coup, même si notre process est lourd, il faut qu'on soit en capacité de tout bouger. Si on veut tout bouger, il faut vraiment qu'on se montre adaptable en termes de candidate experience pour qu'on maximise notre chance de gagner. Et enfin, le cost to hire, là qui est
merveilleux exercice de modélisation du temps pour nous, parce qu'on travaille de manière distribuée avec les équipes, et donc on a des différents offres de services et il faut pouvoir retomber sur nos pattes. Mais on arrive maintenant à savoir combien nous coûte un recrutement par équipe. Voilà. Vous mettez quoi dans le cost to hire? Vous mettez vos salaires, un prorata de vos salaires, plus éventuellement chasseur ou un truc comme ça? Alors, aide externe, ça c'est simple, on n'en a pas et du coup, voilà, mais on met tooling plus le temps passé. Ok, prorata des équipes impliquées là-dedans. Ok. Ouais, qu'on divise par le nombre de hires. Ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Ce que j'aimerais faire demain, potentiellement, c'est de calculer le coût de l'attrition, le coût ce que j'appelle les missing opportunities. Il y a pas mal de moments où en fait, pas mal de moments. Il y a certains moments où en fait on hésite, la personne est bien, mais elle est pas genre parfaite, etc. Et on prend pas le risque d'embaucher cette personne. Et du coup, on se retrouve avec personne sur le rôle pendant 3 mois. Et ben, j'aimerais bien modéliser ce coût de n'avoir personne pendant 3 mois sur ce rôle. Et potentiellement reprendre cette décision à la lumière de en fait, si on a personne là, en fait, on est en train de perdre 10 000 euros. Ouais, intéressant. Et alors, tu m'arrêtes si je me trompe, mais j'ai l'impression que là-dedans, tu as 2 sets de métriques différentes. Tu as des métriques de monitoring de ton côté, où toi, tu es capable de comprendre finement ce que font les équipes Talent Acquisition avec différentes métriques. Et tu as des métriques Orga, Alan, où toi, tu es capable de communiquer, de dialoguer avec les autres équipes. Tu peux me faire une focale ou highlighter les métriques, le set réduit de métriques que tu présentes aux autres équipes, qui sont donc une démonstration de valeur apportée? La réponse est oui, mais en fait, il y en a vraiment beaucoup. Du coup, j'aimerais me concentrer sur vraiment peu pour que ce soit actionnable. Celle qui gagne le plus d'entrain ou de compréhension de la part de tes interlocuteurs? Ce qu'on regarde beaucoup en vrai, c'est ce qu'on va appeler le screening, les screenings per hire. Combien de personnes on va screener, donc la première étape, pour embaucher une personne. En plus de ce bon vieux classique time to hire et notre vélocité. C'est les 2 choses qu'on regarde, parce que le screening per hire, c'est vraiment en entrée de process. Est-ce qu'on a besoin de beaucoup de candidats pour aller embaucher une personne? Et souvent, ça nous donne beaucoup d'insights sur la qualité de notre sourcing. Est-ce qu'on on parle aux bons candidats, etc. Et en même temps, est-ce qu'on met la barre au bon niveau quand on rencontre les candidats? Est-ce que les intervieweurs sont bien calibrés? Enfin, ça nous donne pas mal d'insights. Et la vélocité est aussi très importante pour nous. Et ça, c'est du monitoring ou c'est quelque chose que tu montres aux équipes? Je sais pas, en gros, si tu veux parler à des équivalents hiring managers pour démontrer la valeur que tu apportes à Alan avec tes équipes, c'est quoi le dashboard que tu vas leur présenter? Ça effectivement, tourner comme ça cette question, je pense que je peux être un tout petit peu plus concret. Ce qu'on regarde le plus, c'est une vue temps réel du pipe, de combien de personnes on peut embaucher de manière prédictive avec les gens qui sont dans le pipe. Ok. Voilà, avec un jeu des conversion rate et voilà. On sait que si on a tant de personnes à telles étapes, on peut estimer qu'on a assez pour embaucher tant. Ça, c'est une photo temps réel. Ensuite, on a une vue stock. On construit assez souvent une vue prédictive de allez, si on va embaucher 10, on sait qu'en 2022, on en a eu besoin de sourcer 100 ou 1000, je sais pas. Et du coup, on part de ce stock de 2022 pour construire la campagne 2023 et mesurer l'effort qu'on va devoir produire pour aller embaucher 10 personnes. Et en fait, chaque semaine, on update ce stock et ça nous permet de voir s'il nous reste du stock et si on est en retard, en avance par rapport à ce qu'on avait fait en 2022. Ça nous permet d'identifier d'autres problèmes. Et la troisième vue, qui est une vue très très micro et très planning production, c'est par semaine, avec les objectifs qu'on se fixe en termes de volume,
quand est-ce qu'on pense, en termes de date, que la campagne de recrutement va s'arrêter. Ok, bah c'est hyper intéressant. Donc en fait, toi, tu monitores avec. Tu me diras, c'est assez logique quand on pense au pendant sales. Qu'en fait, le Ouais, talent acquisition, c'est pareil que de la recherche de prospects. Où en fait, toi, tu as tout un tas de métriques qui te permettent de suivre dans chaque étape, combien de temps pour passer à l'étape d'après, le pourcentage de closing, le time to closing, etc. Mais de l'autre côté, tu m'arrêtes si je me trompe, hein. Toi, tu te concentres sur des métriques simples pour les équipes que tu as en face de toi en disant OK, dans le modèle entre guillemets prédictif qu'on est en train de construire, moi, ce que je peux te dire, c'est que théoriquement, la personne qu'on est en train de recruter, vous l'avez dans 1 mois et demi. Ouais, exactement. C'est l'info qu'on doit qu'on doit leur donner. Et grâce à ce diagnostic un peu photo temps réel du pipe, comment est-ce qu'on performe par rapport à avant en termes de stock, et planning production, c'est quoi les dates d'arrivée de la campagne. Ça, c'est un diagnostic un peu global qui nous permet très vite d'identifier les challenges qu'on est en train de rencontrer pour mettre en place des actions correctives. Soit c'est un problème de process qu'on doit régler, soit c'est un problème de on source pas assez, on contacte pas assez, soit en fait les gens se cassent la gueule à une étape précise du process et on doit comprendre pourquoi. C'est peut-être parce qu'on parle pas au bon candidat. Enfin, c'est en tout cas grâce à ce diagnostic un peu en 3 volets qu'on arrive à identifier des actions correctives pour régler des problèmes. Et alors, pour pousser le truc un tout petit peu plus loin, mais je sais que vous êtes en expérimentation et en création là-dessus, donc il y a peut-être une partie qui est work in progress, tu me le diras. Sur ce modèle où quelque part, en mesurant, on met en exergue la valeur, parce que, comme tu le disais, le but du jeu, c'est de recruter vite et de recruter bien. Donc vite, c'est facile, c'est du time to... Comment ? En passant le moins de temps possible. En passant le moins de temps possible, tout à fait, effectivement. Il y a le côté coût acquisition client qui devient cost of hire. Donc vite, bien, en passant le moins de temps possible. Vite, on voit, tu as un dashboard où tu as une vue du pipe où tu peux dire, bah voilà, modèle prédictif, on y vient dans tant de temps, et puis ce temps est censé se réduire. Comment tu gères la partie qualité? Comment tu démontres à l'organisation ou à tes interlocuteurs que vous recrutez bien? Sur quoi tu te reposes en termes de data? Yes, alors nous, on a une chance, c'est que notre grading system entre notre ATS, donc Lever, et notre grading system de performance est peu ou prou aligné en termes de notes. C'est-à-dire qu'un candidat dans Lever va avoir une note de 1 à 4. Un Alaner, quand il rejoint Alan et qu'il a une performance review, sur sa performance, il y a une note de 1 à 4. Donc on peut facilement faire des corrélations dans ce sens, et on peut facilement mettre dans un tableau les scores des personnes qui nous ont rejoints, pour dire après 4 mois, voici sa performance, après 1 an, voici sa performance. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour la data, comment est-ce qu'on la collecte. Ensuite, ce qu'on a fait comme travail, c'était de définir ce qu'était qu'une bonne performance. Et là, c'était un travail nécessaire parce que du coup, ça nous permet de regarder le tableau construit avec un œil averti, et se focaliser sur les bonnes choses. Et ce qu'on regarde, je pense que c'est rien de très original par rapport à d'autres entreprises, c'est combien de personnes sont restées plus d'1 an chez Alan. Moi, je considère que quand une personne part avant 1 an, on peut encore attribuer la responsabilité à l'équipe recrutement, qui doit être redevable de cette qualité-là au moins pendant 1 an. Ce qu'on regarde, c'est le niveau de la barre entre les équipes. Est-ce que certaines équipes sont plus dures que d'autres dans la manière dont ils notent les candidats dans leur process de recrutement, et est-ce que ça a un impact dans leur performance après? Est-ce qu'on identifie des corrélations entre la performance dans le process et la performance réelle? Voilà, peu ou prou ce qui me vient en tête, sans être complet, et en assumant le working progress, parce qu'on a un truc existant, mais c'est encore en discussion. Ce qui n'est pas en discussion, c'est de monitorer effectivement cette qualité de recrutement, quoi. Top. Bah, en tout cas, on suit le work in progress. Ce que je
pense, et tu m'arrêtes pour l'affiner avec tes propres mots, c'est que donc en plus de la première recommandation qui est de jouer à fond son rôle de questionneur, questionneuse à base de pourquoi un petit peu partout dans l'organisation, ce qui permet évidemment de connecter plus son métier à la réalité des besoins de l'organisation. Sur la partie métriques, on rentre sur comment est-ce qu'on se sert de métriques qui sont finalement très business, c'est-à-dire prouver, entre guillemets, enfin pas prouver, mais tendre vers recruter vite, recruter bien et recruter à coût toujours en réduction. Il faut donc pouvoir le monitorer et quelque part être capable de présenter ces retours et cette évolution de l'impact le mieux possible avec du coup la data de côté métier pour le monitorer, quoi. C'est ça ? C'est tout à fait ça, et en vrai, je pense que ça change vraiment la manière d'être perçu par les équipes quand on est en capacité d'avoir ces discussions-là. D'ailleurs, je pense que ça leur fait plaisir aussi qu'on utilise des formats que eux connaissent. Donc ça, c'est déjà un quick win assez facile. Et d'un point de vue personnel, je trouve que c'est vraiment intéressant d'aller creuser. C'est très simple, le concept de metrics, mais en fait, c'est assez riche et complexe. Plus j'y creuse, plus je découvre des concepts. Par exemple, récemment, j'ai découvert le concept de input metrics et output metrics, qui m'était inconnu auparavant, et qui, utilisé par des équipes operations, m'a interpellé. Et je me suis dit, écoute, c'est quand même un super moyen de l'utiliser, notamment pour des projets qu'on réalise et qu'on sort, pour les équipes, de savoir si ça a vraiment servi à quelque chose, et d'avoir ce mini framework, un input métrique, un output métrique, juste pour cadrer un peu ce projet-là, et potentiellement décider d'une priorisation aussi quand on hésite entre plusieurs projets. Roger Dat, 5 sur 5. Est-ce qu'il y a d'autres angles ou d'autres manières de faire pour rendre plus tangible et augmenter la valeur perçue des efforts d'une équipe Talent Acquisition qui te viennent ? Je pense qu'il y en a un que tu as abordé vraiment tout au début, et qui vient encore se connecter pour moi à une qualité naturelle de recruteur. C'est que je trouve que les bons recruteurs sont des bons imposteurs, entre guillemets. Je trouve que les bons recruteurs arrivent à faire croire à leur interlocuteur qu'ils en connaissent un rayon dans leur expertise. Un bon recruteur va réussir à taper la balle, pour moi, avec un sales leader. S'il a un peu de connaissances dans le métier, il va aussi réussir à taper la balle avec un ingénieur, s'il a un peu de connaissances dans le métier. En tout cas, il doit avoir une connaissance minimum dans son métier pour gagner en crédibilité avec son interlocuteur. Ça, adapté à notre sujet du jour, je trouve que c'est simplement se plonger dans ce qui se passe réellement pour les équipes dans le business en général. C'est d'aller voir les challenges qu'ils rencontrent. Pour l'équipe sales, c'est voir la performance par segment, et faire une petite référence à ça quand il y a un échange qui vient sur le recrutement. Ça va permettre de tout de suite se montrer en empathie avec la réalité, de se connecter à l'urgence du besoin, et de poser des questions qui sont plus pertinentes après. Ça s'adapte, ce contexte s'adapte aussi sur plein d'autres sujets, plein d'autres équipes, mais juste voilà, c'est faire appel à cette qualité naturelle qu'ont les recruteurs, qui vont potentiellement plus parler d'empathie, moi que je vais plus qualifier de business acumen et de sens business, pour aller gagner la confiance de leurs interlocuteurs, de leurs stakeholders. Et en vrai, gagner la confiance, de toute façon, je trouve que c'est le single job. You have one job as a recruiter, c'est gagner la confiance, que ce soit des stakeholders ou des candidats. Alors ça, c'est un serpent de mer dans ce podcast, ça revient très souvent, mais répéter, c'est aussi le genre de choses qui permet de renforcer. On en reparlera d'ailleurs potentiellement. Comment dire ça ? Tu as utilisé une métaphore sportive qui me plaît bien tout à l'heure, qui est la métaphore du sélectionneur de l'équipe. Bah oui, et le but du jeu, quand tu es recruteur, c'est de mettre des joueurs sur le terrain ou des joueuses. C'est ça que ça fait, un recruteur ou une recruteuse. Et ce qui est intéressant, c'est que je ne sais pas si c'est trop tiré par les cheveux ce que je vais dire, mais beaucoup
de sélectionneurs dans le monde sportif sont les anciens joueurs ou les anciennes joueuses, c'est des gens qui connaissent le terrain et ils gagnent une forme de respect et de légitimité dans leur position haute par rapport à l'équipe, en l'occurrence, si je prends l'exemple du sport, par le fait qu'ils connaissent très bien ce que c'est. Ils savent ce que c'est d'avoir le moral pété à la mi-temps, ils savent ce que c'est de pas tout à fait comprendre ce qu'on leur demande, etc. Ce que c'est d'être un nouveau ou un nouvel dans une équipe. Ils connaissent tout ça. Et quand vous êtes recruteur, recruteuse, c'est pas tout à fait juste. Vous n'êtes pas un ancien ou une ancienne sales, plus ops, plus dev, plus. C'est beaucoup vous demander. Mais en revanche, quand tu parlais de quoi, business acumen, c'est ça, en lieu et place d'empathie. Ouais. Le fait, dans tous les cas, d'être capable de vous connecter très profondément à la réalité de ce que vivent toutes les équipes sur lesquelles vous allez placer des joueurs et des joueuses, parce que c'est ça. Évidemment, ça fait une différence énorme. Et c'est pas de la cosmétique quand on parle d'augmenter la valeur perçue. C'est aussi en réalité une augmentation de la valeur tout court, parce que si je prends la démonstration par l'absurde, si vous n'avez aucune connaissance ou aucune compréhension des enjeux fins que vivent les hiring managers ou toutes les personnes entre guillemets avec lesquelles vont travailler les candidats et les candidates que vous cherchez, bah évidemment qu'on n'a pas très envie de vous faire confiance parce que vous allez être bon bah oui c'est la RH, de toute façon ils comprennent jamais rien et ils sont intéressés que par leurs trucs qu'on comprend pas, nous pas, sur est-ce que tel test est mieux qu'un autre ou est-ce que les biais de machin de bidule, enfin bon je comprends pas trop, mais moi à la fin du fin ça fait 6 mois que j'ai un trou dans mon équipe, dans ma squad agile. Bah voilà. Et si vous êtes capable de dire, ok, bah ouais, non, je vois exactement où on en est, vas-y, ou alors juste, je vois pas du tout, mais explique-moi. Parce qu'on peut la construire, hein, cette empathie. Vous n'êtes pas obligé de tout savoir sur tout. J'aime bien l'exemple d'imposteur que tu donnais et on peut peu à peu lisser cet sentiment d'imposture juste en s'intéressant au sujet. Mais toujours est-il que, évidemment, plus vous avez une compréhension fine de la réalité des enjeux que vivent toutes les équipes dans lesquelles vous allez placer des joueurs et des joueuses, plus vous avez non seulement une certitude de la valeur que vous apportez, et en plus une démonstration, parce que vous passez de apparemment, faut qu'on se connecte aux recruteurs, recruteuses. Je dis ça avec une voix lasse, c'est un petit peu pour rigoler, parce que je pense que c'est assez rare, ça, dans les startups, ça se passe pas souvent comme ça, et ça devient, c'est Maxime et son équipe qui sont en train de charbonner pour trouver le nouveau, la nouvelle superstar qui va compléter l'équipe, et en plus, rapidement, faire en sorte que ce soit quelqu'un qui, dans les prochaines perf review, explose les scores parce qu'on voit bien que c'est ça qui se passe, et on sait qu'ils le font dans un respect des ressources limitées à l'entreprise à l'heure actuelle, parce que, etc. quoi. Enfin, moi, très très en phase avec ça, évidemment. Un truc méga concret qui peut cliquer, mais de manière débile, la perceived value, j'invite tous les recruteurs à s'asseoir à côté des équipes qu'ils aident. Il y a un truc qui se passe. Il y a un truc qui se passe. T'as raison. Vraiment, c'est con, hein, vraiment, mais ça marche. Enfin, c'est la connaissance du contexte, elle est genre juste monstrueuse. L'équipe se confie beaucoup plus quand la personne est genre autour d'eux. Il y a beaucoup de choses qui se passent qui ne se passeraient pas si bêtement j'étais pas assis moi à côté des équipes que j'aide. Et c'est un réflexe que je prends systématiquement. Je sais que Léo Bernard a le même, qu'il avait été critiqué pour ça, enfin par son ancienne boîte ou je sais pas trop quoi, mais vraiment c'est un truc qui est bête et méchant. Et un autre truc, parce que moi j'adore les métaphores sur le sport, mais récemment je pensais à Egon Zehnder, qui est un cabinet spécialisé dans l'executive recruitment, donc qui recrute des dirigeants. Eux, je pense que on peut les considérer comme le cabinet le plus prestigieux parmi les Shrek, là, les 5 gros cabinets d'executive search. C'est les seuls qui vont recruter des recruteurs qui ne sont pas recruteurs. Quand ils vont chercher des recruteurs pour leur cabinet, si le secteur dans lequel ils ont besoin d'un recruteur, c'est le retail par exemple, ils vont aller chercher quelqu'un qui a 15 ans, 20 ans de recrutement dans le retail. Parce que cette personne-là va avoir un réseau de retail directors. Cette personne-là va comprendre parfaitement les enjeux, le contexte, la réalité des gens. Cette personne-là va pouvoir dire ce candidat, faut pas qu'on le lâche. Ça va nous prendre 1 an, 5 ans, 10 ans avant de lui trouver un job, mais il faut pas qu'on le lâche. Il est super. Et alors, ça m'évoque quelque chose que tu dis. Je m'excuse d'avance pour nos auditeurs et auditrices parce que je sais que je suis bavard, mais c'est des sujets qui me passionnent. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, évidemment, je me mets dans la discussion. Il y a un truc
je vais utiliser le bénéfice de ma posture de non-recruteur, non-recruteuse pour donner une intuition que j'ai par rapport au terrain de jeu qui se déroule devant nos yeux. Et tu me diras ce que tu en penses ou si tu l'as vécu toi-même. Pourquoi? Donc moi je suis le premier à penser que globalement les équipes people en général c'est ni plus ni moins que le pendant interne de la croissance que sont les équipes growth et sales et marketing. En gros une boîte qui grossit c'est du CA qui rentre, des clients qui viennent, restent et sont contents et font du referral et toute la boucle de growth qu'on connaît. Bah, c'est tout pareil dans la croissance interne, il faut des talent acquisition qui font venir des gens qui restent, qui grandissent, etc. Enfin je vous fais pas le schéma mais en gros la croissance a deux faces, interne et externe les talent acquisition managers sont évidemment les équivalents des commerciaux, quel que soit le modèle de BizDev dont on fasse partie. Ceci étant, comment est-ce qu'on explique que personne se pose trop la question de quelle valeur apportent les commerciaux? On se dit ils font venir des clients, bien sûr, et qu'on se pose la question pour les recruteurs. Moi, je pense qu'il y a un truc qui est extrêmement biaisé et tu vas voir comment je vais retomber sur mes pattes. Hein. Je sais pas si tu me vois venir à des kilomètres, mais en fait, je pense que dans l'imaginaire collectif, quel que soit le métier, on pense que trouver des clients, c'est dur. Et c'est pas tout à fait faux. Hein. Enfin, ça demande un peu de sueur quand même d'aller faire du newbies, avoir des nouveaux adhérents pour Alan, avoir des nouveaux coachés, des nouveaux pour Yaniro, toutes les entreprises du monde. Et je pense qu'il y a une croyance populaire que trouver des gens, c'est facile. Parce que je sais pas pourquoi. Je pense que c'est peut-être parce qu'en France, on a vécu des périodes où le chômage était un peu inquiétant, où le marché du travail était plutôt asymétrique du côté des employeurs. Et je pense qu'il y a une espèce de croyance populaire qui est on a besoin de trouver un dev, on trouve un dev quoi. Voilà. Et donc les équipes recrutement, faites vos trucs, mais trouvez-moi un dev. Et pourquoi j'ai cliqué là quand tu me parles de ça, et je veux bien ton avis là-dessus, parce que je pense qu'un bénéfice énorme de s'asseoir à côté des équipes avec lesquelles on bosse, c'est de leur montrer la réalité de ce que c'est. Quand tu me dis trouve un dev, la réalité c'est que je vais devoir screener sans profil, partir en chasse, faire des trucs de Sioux, etc. Parce que toi tu veux juste un dev qui maîtrise tel ou tel langage et qui a 10 ans d'expérience, mais la réalité c'est qu'on est tous en train de se bastonner pour les avoir. Et que s'ils vont chez Alan plutôt que chez quelqu'un d'autre, c'est à la fois parce que nous on essaye de faire un super boulot, parce que les équipes RH d'à côté ont fait un super boulot pour qu'on ait une image employeur qui soit mortelle et qui fait que les gens connaissent Alan et connaissent pas d'autres boîtes, etc., etc. Mais je pense qu'il y a vraiment un principe de base qui est faux, qui est que quand on n'est pas trop au fait du métier du recrutement, on se pose pas la question d'à quel point c'est difficile de trouver des profils talentueux. Je sais pas ce que tu vis, toi. Moi, je le vis en profane, hein, évidemment. Moi, je vis une expérience incroyable ici chez Alan. C'est que les gens comprennent combien c'est dur de faire du recrutement. Parce que les gens font du recrutement. Les gens sourcent, les gens contactent des candidats, les gens emmènent des candidats à travers le process, les gens sont déçus pour des candidats en lesquels ils croyaient très fort et en fait à qui on fait pas d'offre à la fin. Ils vivent tout un tas d'émotions, ils traversent plein de choses qui sont difficiles. Donc en fait, nous c'est hyper facile, on arrive et en fait on a beaucoup de reconnaissance quand on arrive pour aider les équipes parce qu'il y a une vraie compréhension de la difficulté tant émotionnelle que en termes de résilience que ça demande de faire du recrutement. Donc moi je vis une expérience qui est absolument géniale. Je pense que ta question c'est pourquoi on en est à ce stade-là et comment est-ce qu'on en est arrivé là. J'ai pas la réponse. Ce qui me vient là tout de suite maintenant, c'est que moi dans mon passé j'étais commercial et autant j'entends les parallèles, moi-même je suis le premier à en faire sur le métier de commercial et le métier de recruteur, notamment sur le fait de gagner la confiance. Le métier de recruteur est quand même un métier un peu plus passif. C'est un métier un tout petit peu plus facile dans le sens où c'est quand même un métier où on offre des choses aux gens. Enfin, moi, j'offre un job, j'offre un salaire, j'offre une boîte sympa dans laquelle travailler. En face, le candidat, il a rien à payer. Enfin, il a juste à donner de son temps. Et il choisit si oui ou non il peut disposer de ma proposition. Donc c'est quand même, voilà, c'est ok. Enfin, c'est dur de se faire rejeter par un candidat, mais je pense que c'est pas du tout la même chose qu'un quelqu'un qui est commercial, qui genre vraiment va prendre son courage à deux mains, prendre son téléphone, pitcher, mettre tout sa sueur et sa joie et son cœur dans son pitch et se prendre une énorme baffe dans la tête. Je l'ai vécu plusieurs fois et c'est vraiment très différent. Donc, je pense que c'est quand même moins dur.
Ça en reste pas moins difficile. Mais je pense que c'est peut-être ça le petit décalage de perception qu'il y a. Ok. Merci pour cette finesse de lecture qui est du coup en plus top sur le passé commercial où tu connais les deux mondes. Je pense que ça n'enlève rien à la bonne pratique de s'asseoir à côté des équipes pour le coup. Ah non, On sera assez d'accord là-dessus. Ah non, c'est clair. Maxime, est-ce qu'il y a, donc on a vu 3 axes pour justement augmenter la valeur perçue. Si je les prends à rebours, c'est un peu mon job de résumer. Il y a effectivement ce côté de bien comprendre les personnes avec lesquelles on parle, les équipes dans lesquelles les candidates vont arriver. Et quelque part blend in, donc potentiellement s'asseoir avec ses collègues, c'est une très bonne pratique. Il y a vraiment utiliser la valeur de son côté questionneur-questionneuse, enchaîner les pourquoi et surtout connecter toujours tout ça à la réalité des objectifs globaux de l'entreprise. La partie métrique, qui évidemment permet de démontrer la réalité ou non de la valeur, mais donc quand c'est bien fait, augmente la valeur perçue. Tu vois autre chose qu'on a oublié, qu'on devrait mettre en avant ? Allez, c'est le niveau Super Power, Hulk, Superman, etc. Mais en dernières images de quelqu'un qui peut avoir, je pense, qui peut être perçu comme vraiment génial en termes de recruteur pour les équipes qu'il supporte, c'est d'être perçu comme un agent secret par ces équipes-là. Ce que je veux dire par là, c'est avoir des infos de dessous de main, de boîtes dans lesquelles on peut sourcer parce qu'elles vont pas très bien, de boîtes dans lesquelles on peut sourcer parce qu'il y a des gens qui sont vraiment géniaux, d'avoir des referrals non sollicités par des gens parce que en fait réseau. Ça c'est le premier volet, d'avoir ce rôle un peu d'agent secret qui peut amener des deals un peu sortis de nulle part et des infos qui sont très précieuses pour aller en fait cliquer des stratégies, débloquer des campagnes, amener des super candidats quasiment sans effort. Donc ça, je pense que ça fait un effet un peu waouh quand ça arrive et ça fait changer la manière dont on peut être perçu pour les équipes. Dernière, c'est un peu connecté, mais c'est dernière image pour être vraiment perçu comme aidant par les équipes, c'est un job de lobbyiste. C'est un peu connecté au job d'agent secret, mais je pense que les recruteurs ont vraiment maintenant une responsabilité d'animer une communauté de talents sur peut-être un métier spécifique ou j'en sais rien, mais en tout cas, ils ont une responsabilité d'influencer pour moi, sur leur marque personnelle bien sûr, mais sur leur marque employeur évidemment, pour pouvoir attirer naturellement à eux des candidats qui sont pertinents par rapport au job qu'ils recherchent. Et ils ont je pense, ce job de lobbyiste en extérieur doit être une manière d'ouvrir la voie pour d'autres personnes et collègues travaillant dans l'équipe qui ne font pas partie de leur recrutement, pour les inviter eux aussi à prendre la parole, partager du contenu, animer leur propre réseau de communauté de talents. J'adore ce dernier point parce que il paraît tellement logique, mais j'espère vraiment que ça va faire un petit déclic dans la tête de certaines personnes qui écoutent ce podcast, qui n'envisageaient même pas que c'était possible. Mais en fait, je trouve que c'est formidable comme exemple, parce que, comment dire ça ? Je vais te le retraduire dans ce que moi je viens d'en comprendre. L'effet waouh, c'est le cœur de ce que tu viens de dire. Et ça a l'air de rien, dit comme ça peut presque paraître un peu vulgaire. On peut dire, bah super, c'est de l'esbrouf, c'est de la frime, des choses comme ça. Alors, on peut le voir comme ça. Alors, ceci étant, on parle de valeur perçue. Donc, quand on est sur la valeur perçue, l'effet waouh est hyper important. Peut-être que les boîtes des iPhones qui glissent tout doucement, c'est pas révolutionnaire. N'empêche qu'à partir du moment où ça fait waouh, et ça participe à l'ensemble du truc. Et donc là, on est vraiment sur la valeur perçue, donc on pourrait appeler du marketing. Le marketing, rappelez-vous que c'est ni bien ni mal. C'est comme le feu. Le feu, ça peut servir à mettre le feu à la maison du voisin ou à réchauffer votre bouffe. C'est pareil. Donc c'est comme ça qu'on peut le voir. Et j'aime beaucoup la manière dont tu le décris, à savoir d'autoriser, enfin moi je vais le dire comme ça, les recruteurs et recruteuses
à avoir une ambition qui est très forte sur la valeur qu'ils apportent eux en tant que personne et pas juste le métier du recrutement. Et effectivement, le fait d'être quelqu'un qui est très connecté, qui a un réseau qui est très profond, qui connaît des choses que personne ne connaît pour une raison ou pour une autre, qui est visible, qui a de l'influence sur LinkedIn par exemple, évidemment que si vous êtes cette personne, vous avez une valeur réelle et une valeur perçue qui est infiniment supérieure à si vous êtes recruteur, recruteuse lambda qui fait ce qu'on lui demande parce que pourquoi pas. Je veux pas créer d'échelle de valeur au sens où comment dire, je pense qu'il est possible de faire les deux, enfin l'un ou l'autre. J'ai aucun problème si vous faites entre guillemets juste votre métier de recruteur recruteuse, mais je veux plutôt dire que effectivement peut-être que certaines ne se rendent pas compte que vous avez tout à fait le droit d'aller pousser le niveau NBA de votre métier et tant mieux pour vous quoi. Et si vous voulez augmenter la valeur réelle et perçue de ce que vous faites, c'est probablement un très 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 bon levier. Est-ce que tu as un dernier petit point avant qu'on atterrisse sur cet épisode? Cette fois-ci, je suis bon. Cette fois-ci, c'est bon. Je ne te relance pas avec une énième image, une énième métaphore. Ouais, en plus, moi j'adore ça. Donc, ça serait effectivement, tu étirerais l'épisode et je serais avec toi pour l'étirer là-dessus. Donc, on va passer tranquillement à la fin de l'interview. Où est-ce qu'on te retrouve? On veut discuter avec toi. C'est quoi la manière la plus simple de faire ça? LinkedIn, clairement. LinkedIn, tout simplement. Je pose la question, c'est toujours la même réponse, mais bon, dans le doute, on ne sait pas. Donc, je fais un petit point là-dessus. Quand je pose la question, c'est aussi pour vous pousser à le faire. Il y a je sais plus qui que j'ai eu au téléphone il y a pas longtemps qui me disait l'épisode avec un tel ou une telle était super, franchement j'adorerais la rencontrer. Donc je fais pose-lui la question. Si on se pose la question à la fin d'interview, c'est aussi que c'est des gens qui disent qu'ils sont open pour ça, hein. Donc bref, faites-le. Maxime, tu vas recevoir des tonnes de DM. Est-ce que tu as un livre, un podcast ou un blog que tu recommanderais aux auditeurs et auditrices sur ce sujet ou sur autre chose d'ailleurs? Je l'ai pas fini, mais je pense que c'est un livre important à lire. Faut juste que je te retrouve le titre. Il y a Claire Hughes Johnson, qui est l'actuel corporate advisor de Stripe, qui a sorti un livre qui s'appelle Scaling People, Tactics for Management and Company Building. C'est vraiment un petit chef-d'œuvre. Ça fait longtemps que j'avais pas lu un bon bouquin sur les sujets qui me concernent. Et elle, j'adore son background parce qu'elle a commencé en product chez Google, elle a bossé sur Gmail. Ensuite, elle a rejoint, après 11 ans chez Google, elle a rejoint Stripe, qui était une petite compagnie de 200-300 personnes. Bravo pour ton pari, Claire, parce que ça a été clairement payant. Elle est rentrée en Chief of Operations chez Stripe, donc déjà un peu désaxée sur le product. Ensuite, elle est devenue patronne du People, et maintenant, elle fait du corporate. Donc quelqu'un qui a beaucoup de choses à raconter, que je trouve vraiment très intéressant, et son bouquin est très actionnable. Vraiment, il y a des copier-coller de documentation de Stripe, donc c'est vraiment fascinant à lire. Écoute, je crois que je l'ai lu. Si c'est celui que je pense, il est très bien. Moi, en tout cas, je rejoins l'enthousiasme que tu as eu. Franchement, ça fait longtemps que j'avais pas lu un bouquin aussi actionnable, avec quelqu'un qui a un parcours aussi, je trouve, riche, qui est pas juste RH depuis 15-20 ans, quoi. Ouais. Est-ce que tu as un outil que tu aimes beaucoup, que tu aimerais mettre en avant? Non, pas particulièrement. Bon, on va garder les choses simples. Et enfin, tu connais notre tradition, tu en es toi-même, entre guillemets, issu, de passage de flambeau. Si tu étais à ma place, tu aimerais qu'on reçoive qui sur ce podcast? À qui est-ce que tu aimerais passer le micro, sachant que je sais que on est épisode 92, je crois à peu près, donc il y a quand même un petit peu de monde qui est passé, donc ça peut être l'occasion juste de faire un petit coucou à quelqu'un qui est déjà passé. Je ne t'en voudrais pas si tu ne connais pas les 92 noms. Mais en tous les cas, je maintiens cette tradition bien vivante de passage de flambeau. Récente rencontre, mais quelqu'un de incroyable humainement, inspirant en termes de parcours, et en même temps assez spécifique en termes d'expertise, Paul Mouchet, qui est l'actuel Head of Sourcing chez Doctolib.
Paul Mouchet, si tu nous écoutes, donc on n'a pas encore eu le plaisir de rencontrer Paul, mais bon, on aura eu l'occasion de rencontrer pas mal de gens chez Doctolib et c'est toujours fascinant, globalement. Donc Paul, si de deux choses l'une, déjà au moment de réfléchir intensément à qui on pense, Maxime pense à toi, donc c'est quand même pas rien. Et d'autre part, tu es évidemment le bienvenu sur le podcast du Human Factor de Yaniro. Maxime laisse le casque et le micro en partant, tu n'auras plus qu'à les prendre et je te recevrai avec grand plaisir. Maxime, c'était vraiment un plaisir de t'avoir sur cet épisode et d'aborder ce sujet tout en finesse avec toi. Moi, je te remercie pour ton temps et puis te dis à la prochaine. À la prochaine, Alexis. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour mettre en place tout ce que vous venez d'apprendre, n'oubliez pas de vous connecter sur le Yaniro Wiki. Allez tout simplement sur www.yaniro.co/wiki et ajoutez la page en favori pour la voir sous la main quand vous en aurez besoin. Et à mercredi.